mí, por eso vivo penando. Il n'est pas étonnant que l'Alsace ait un oiseau migrateur comme symbole, tant les migrations ont marqué son histoire. Il y a eu des migrations de conquête, comme ces derniers siècles de nombreuses allées et venues franco-allemandes, mais avant ça, il y a eu l'Empire franc, qui a été pour Charlemagne une manière de faire revivre l'Empire romain. Un empire romain qui a supplanté la domination culturelle des Celtes. Et si on remonte assez loin, on peut imaginer de nombreuses civilisations humaines qui se sont succédées, le plus pacifiquement possible, on l'espère, et on peut assez remonter jusqu'aux Néandertaliens. Ils s'étaient installés nombreux dans le coin parce qu'on était sur la route de migration des mammouths. Ces derniers passaient l'été dans le nord, dans les calottes glaciaires, et l'hiver dans les neiges fraîches du sud. Mais revenons à Argentoratum, cette cité gallo-romaine qui s'est développée en une ville florissante sur un axe d'échange nord-sud, la vallée du Rhin, connectée à celle du Rhône. Et c'est quand les routes commerciales vers l'Orient se sont révélées être largement fréquentées que ce centre urbain est devenu un des nombreux passages obligatoires des routes de la soie, méritant de ce fait son nom de bourg des routes, Strasbourg en allemand. Des routes par lesquelles nous sont parvenus, entre autres, la choucroute, inventée en Chine, la rhubarbe, une plante originaire des vallées de l'Indus, et avec cela quelques billevesées comme des épices, de la soie et autres richesses dont le passage a été évidemment taxé par les pouvoirs en place, le bourgmestre et ses conseillers. La liste est longue de ce que les voyageurs ont amené à Strasbourg et en Alsace. Il est sûr que ces traditions ont perduré puisque les asperges d'Alsace ont été importées à Heurt par un pasteur luthérien en 1873 alors qu'il revenait de Philippeville en Algérie, l'actuelle Skikda. Avec un peu de chance, c'est aussi lui qui a importé une boisson, un alcool à base d'écorce d'orange fermentée, une spécialité algérienne qui, une fois mélangée à une bière élaborée en Bohême, la Pils, devient l'amère qui garnit les tables d'apéro dans toute la région. On a les quetch, me direz-vous. Eh non, ce sont des prunes de Damas. Et que serait le Bekehof sans les pommes de terre, une plante du Pérou? Bref, inutile d'en faire de trop pour mettre en évidence que ce qui fait la richesse de la culture alsacienne, c'est son ouverture sur le monde. Et la cigogne, parlons de la cigogne. Non. On va parler d'une instance, le CVIC, de ce qu'elle a apporté et de ce qu'elle apportera encore. Avant tout, elle a trouvé son origine dans le CRE, qui est une instance de démocratie participative à Strasbourg, et la première en date en France. Elle a été source d'inspiration pour d'autres villes françaises et en Europe. Étant première, elle est devenue un espace de dialogue en perpétuelle évolution, montrant sa dynamique et de développement, une capacité à évoluer, à grandir, à s'améliorer. Celles et ceux qui ont participé à l'évolution de ce conseil ont une réelle expérience de la participation, de l'interpellation et une véritable expertise de la citoyenneté. Ce n'est pourtant pas la seule expertise dont pourra s'enorgueillir le futur CVIC. Les personnes qui sont amenées à s'engager dans une telle instance sont celles qui ont à cœur de défendre les droits des étrangers et des étrangères, leur place en tant que citoyens-citoyennes et à se battre pour acquérir de nouveaux droits, même si l'avenir qui semble s'ouvrir à nous apparaît plus incertain que jamais. Les mouvements des populations humaines n'ont jamais cessé et ne cesseront jamais. Notre actualité le montre, les guerres, les régimes politiques faits de maigreur démocratique et les métamorphoses du climat poussent les gens à quitter leurs terres pour d'autres où leurs vies sont soumises à moins d'aléas. Ces crises migratoires ne doivent pas devenir des crises de l'accueil. Strasbourg, ville accueillante, qui a une place privilégiée au sein de l'Andvita, ne peut que bénéficier de notre engagement et de notre vigilance. Le CVIC a pour vocation de veiller au bon accueil de toutes les personnes qui mettent leurs espoirs dans cet asile, à avoir une attention particulière et à mettre en lumière tous les actes qui seraient de nature à dénigrer ce qu'il y a de plus grand dans l'humanité. Le CVIC, par son hétérogénéité, par sa multiplicité culturelle, peut se révéler experte des 4 coins du monde, parce qu'elle porte des voix venues de tous les bords de la planète.
Cette instance donne à entendre les paroles de celles et ceux qui sont arrivés à Strasbourg, leurs espoirs et leurs rêves, mais aussi la conscience des obstacles pour y vivre et la difficulté de se retrouver seul dans un endroit si peu familier. Des résidents et des résidentes qui connaissent aussi les mécanismes de discrimination, leurs effets délétères, mais qui ont aussi la volonté de les combattre et les stratégies pour y faire face. C'est un lieu de vigilance en matière de lutte contre les discriminations. Il est en effet important d'éviter les effets de domination d'une culture sur les autres, des effets visant à invisibiliser ou à s'approprier d'autres modes de vie et d'autres modes de pensée. Parce que si une culture est une richesse humaine qu'aucune fortune ne peut chiffrer, permettre à de nombreuses cultures de s'exprimer, de dialoguer, de se nourrir les unes les autres ne signifie absolument pas se perdre ou se diluer. C'est sans aucun doute le meilleur moyen de se renforcer dans la vie, d'appréhender le futur, l'interculturalité. Bref, c'est une énergie nécessaire pour arpenter l'avenir. En fin de compte, on ne peut pas rayonner sur le monde si on ne laisse pas le monde rayonner en nous. Le CVIC ne vise cependant pas à devenir une instance de décision politique, mais bien un conseil qui porte les paroles, des projets, des désirs, des espoirs et des rêves aux oreilles de celles et ceux qui ont ce pouvoir. Dans une démocratie représentative, le pouvoir de décision est mis entre les mains des personnes élues par le peuple. Mais une élection ne rend ni omnipotent ni infaillible, et le besoin d'entendre, de connaître et de comprendre ce que vivent leurs concitoyens et concitoyennes est essentiel pour les élus, afin de mener une politique plus humaine, moins discriminatoire, une capacité que seule la proximité et l'engagement des citoyens et des citoyennes dans les institutions de la démocratie participative peut permettre. Une telle proximité peut se construire avec cette instance par un travail commun et une proximité de cabinet. Et nous allons entendre directement Madame Carole Zielensky nous parler de cette instance. Je m'appelle Carole Zielensky, je suis adjointe à la maire de Strasbourg en charge de la démocratie locale, des initiatives et de la participation citoyenne, mais également de la citoyenneté européenne. Et je suis arrivée à Strasbourg il y a 6 ans. Moi aussi, Strasbourg m'a accueillie en tant que ville hospitalière et j'ai été tout de suite très investie dans la société civile, dans différentes associations. Et puis, c'est ce qui fait que j'ai voulu m'investir un peu plus en politique et me voici aujourd'hui adjointe à Strasbourg. D'accord. Donc là, on s'est donné rendez-vous pour parler du Conseil de la vie interculturelle et citoyenne, le CVIC, qui émerge un peu du CRE. Donc, je voulais vous demander, le CRE et le CVIC, quelles sont les différences et quels sont les points communs d'après vous? Déjà, pour le travail qui a été réalisé, on s'est basé sur le livre blanc de l'étranger dans la cité, suite aux assises de l'étranger dans la cité. Et on s'est rendu compte qu'il y avait quand même un esprit commun qu'on voulait garder entre le Conseil des résidents étrangers puis son évolution en Conseil de la vie interculturelle et citoyenne. On voulait garder cette volonté de donner une voix et un espace de participation, de dialogue à des personnes qui n'ont pas la nationalité forcément française, mais qui pourtant, en tant qu'habitants et habitantes de la ville de Strasbourg, ont tout à fait leur place pour participer, prendre part à la vie de la cité, etc., etc. Et donc, on avait vraiment envie de garder cet esprit-là, de permettre aux personnes qui n'ont pas les mêmes droits civiques que les personnes qui ont cette nationalité française, qu'elles puissent s'exprimer, qu'elles puissent prendre part à la vie de sa cité, que l'on puisse aussi garder cet esprit de plaidoyer, de lutte pour l'obtention du droit de vote pour les personnes étrangères. Mais on avait constaté un essoufflement, on l'avait constaté de manière collective, un essoufflement de l'instance. Et donc on a vraiment voulu, pour qu'elle puisse être dynamique, alors c'est là qu'il y a une évolution, un changement, on a voulu que cette instance, elle puisse vraiment s'inscrire dans l'écosystème de participation citoyenne, à côté des ateliers de quartier, de l'Agora Strasbourg Capitale Européenne, de l'Agora des Solidarités, du Forum de la participation citoyenne, etc., etc. Et vraiment l'inscrire dans cet écosystème pour que tout le monde puisse se parler et que les instances, elles communiquent entre elles. Et puis on a vraiment aussi voulu renforcer cette dimension de ville hospitalière à laquelle on est extrêmement attaché, notamment dans le cadre du travail que l'on mène au sein de l'ANVITA, donc l'Association nationale des villes et territoires accueillants, mais aussi le travail que l'on réalise auprès et avec le Conseil de l'Europe sur les questions des résidents étrangers.
Et enfin, on a fait une véritable évolution, c'est celle des saisines. La maire ou le maire de la ville de Strasbourg peut saisir le Conseil de la vie interculturelle et citoyenne pour lui poser une question, et l'objectif c'est que le résultat de cette saisine puisse véritablement venir alimenter nos politiques publiques. Alors, on a eu un débat en conseil municipal sur le sujet, on nous a dit que tout ça, voilà, ça existait déjà, mais finalement on s'est rendu compte que même si ça existait, ou en tout cas sur le papier, c'était pas forcément toujours mis en œuvre. Et donc là, on a véritablement envie d'aller sur du concret, de porter cette voix des habitants et des habitantes de la ville de Strasbourg, quelle que soit leur nationalité, puisque à Strasbourg, eh bien, tout le monde a sa place. D'accord. Du coup, comment est-ce que vous imaginez, comment est-ce que vous pensez le travail avec le CVIC sur les prochaines années? Alors, déjà de manière très pratico-pratique, une première plénière aura lieu à l'automne 2022 pour vraiment lancer l'instance. On est vraiment dans un travail de transition. C'est pas une instance qui fonctionne toute seule de son côté, puis qui vient nous présenter des réflexions que l'on intègre plus ou moins à nos politiques publiques. L'idée, c'est vraiment d'avoir une coopération, une coordination avec les personnes qui souhaitent s'investir dans cette instance de participation citoyenne et les élus et les agents de la ville de Strasbourg. Et en ayant cette coordination, ça nous permettra de dialoguer ensemble au plus tôt, de voir comment on s'organise aussi logistiquement et comment on garantit les processus de participation dans cette instance. Donc on passe d'une logique de l'instance travaille et elle présente le résultat à on travaille ensemble dès le début pour construire les pistes de réflexion, on s'associe pour pouvoir porter des projets très concrets, parce qu'après tout cette instance est quand même un comité consultatif de la ville de Strasbourg, donc c'est bien une instance qui est politique, qui est portée par la ville de Strasbourg, mais dans tous les cas, on veut vraiment être plutôt sur de la coordination pour laisser aux personnes qui prendront part au Conseil de la vie interculturelle et citoyenne, eh bien de porter les projets qui les intéressent. Mais nous, la ville de Strasbourg, on va plutôt être là pour garantir les orientations politiques de ce comité consultatif de la ville, c'est-à-dire garantir un espace de plaidoyer pour les droits humains, garantir un travail de lutte pour l'obtention du droit de vote pour les personnes étrangères et garantir le statut de ville hospitalière de Strasbourg. Et donc c'est vraiment un travail que l'on voit comme étant partenarial, coopératif, qui nous permettra d'avancer ensemble sur ces sujets pour vraiment parvenir à construire collectivement nos politiques publiques. D'accord. Et du coup, de manière plus générale, quelles sont les valeurs qui priment et quels sont les enjeux prioritaires pour cette instance? Alors, c'est un petit peu ce que je viens de rappeler, c'est le fait qu'on milite pour l'obtention du droit de vote pour les personnes étrangères. Après tout, les personnes qui sont ressortissantes européennes peuvent voter aux élections. Pourquoi les personnes qui ne seraient pas d'un autre pays, mais qui, comme les ressortissants européens qui vivent et qui travaillent à Strasbourg, voilà pourquoi ils ne pourraient pas voter. On a vraiment cette volonté, comme je disais, de développer la dimension ville hospitalière. Strasbourg, c'est la capitale européenne des droits humains et de la démocratie. Il faut que ce soit très concret au quotidien. Et puis, cette dimension de plaidoyer. Il nous semble véritablement important pour les personnes, comme je disais, qui n'ont pas des droits civiques liés à la nationalité, qu'il y ait un espace de plaidoyer fort qui soit porté collectivement avec la ville de Strasbourg et puis qu'on puisse la porter auprès des plus hautes instances de notre pays et de l'Union européenne. Et c'est vraiment ces valeurs-là qui guident notre travail. Évidemment, on veut lutter contre toutes les discriminations, sans hiérarchie dans les discriminations. Et c'est aussi une valeur qui nous guide, puisque quand on parle Conseil de la vie interculturelle et citoyenne, eh bien on se rend compte que il y a énormément de sujets qui sont soulevés, qui sont liés aussi à la qualité de résidents étrangers ou non. Et c'est en ayant ce travail global et en commun sur l'ensemble de ces sujets que l'on va aussi réussir à faire ville ensemble.
D'accord. Et du coup, là, on en reste encore sur les questions un peu symboliques. Comment, d'après vous, comprendre et entendre les notions de citoyenneté et d'interculturalité qui sont les sujets de l'acronyme CVIC? Alors quand on a travaillé avec les anciens membres du Conseil des résidents étrangers, on se rendait un des sujets de débat, ça a été est-ce qu'on garde résident étranger dans le nom ou pas? Est-ce qu'on change? Puis Conseil de la vie interculturelle et citoyenne, c'était aussi un nom qui ressortait du livre blanc qui a été produit, parce qu'il y avait la question qui se posait de dire étranger, est-ce que c'était pas un peu enfermant, stigmatisant ou limitant par rapport à la place que ces personnes-là veulent pouvoir prendre dans la ville. Et donc c'est pour ça qu'on s'est posé la question, est-ce qu'on garde CRE ou est-ce qu'on va vers CVIC? Et finalement c'est CVIC qui en est ressorti, puisqu'on s'est dit quel est notre objectif final? Notre objectif final, c'est que tout le monde puisse trouver sa place dans la ville. Et donc pour ça, il nous faut une ville qui soit interculturelle, où on accepte la diversité, et la diversité comme étant une force. Et donc la diversité, c'est l'interculturalité. Et puis évidemment, on se pose la question de la citoyenneté. Citoyenneté, aujourd'hui, dans la définition, c'est attaché aux droits civiques et donc à la nationalité. Mais d'utiliser citoyenneté, ça nous fait aussi nous poser la question de savoir si la citoyenneté, elle doit être uniquement attachée à cette question de nationalité. Est-ce qu'on n'est pas plutôt là aussi pour parler d'une citoyenneté de résidence? Et donc, peut-être faire évoluer notre vision de ce qu'est la citoyenneté. Et pour moi, aujourd'hui, et je reviens à ce que j'ai dit à plusieurs reprises, on est habitants et habitantes de la ville de Strasbourg. Et à ce titre-là, on n'a pas à avoir de différence de traitement. On s'investit dans la vie de la ville. Donc pour moi, la question, elle est plus sur une question de citoyenneté de résidence que sur une question de citoyenneté de nationalité. Et donc poser ces termes-là, interculturalité et vie citoyenne, eh bien c'est poser l'ensemble des questions que je viens de soulever. C'est inviter tout le monde à se questionner sur cette citoyenneté et sur cette résidence. Et puis c'est inviter tout le monde à se dire oui, peut-être que après tout, ce qui est important, c'est le vivre ensemble, d'où qu'on vienne, où que l'on habite, qui que l'on soit. Et je pense que ce terme de conseil de la vie interculturelle et citoyenne, il nous permettra de nous poser et de poser dans l'espace public l'ensemble de ces questions. D'accord. D'après vous, de manière plus générale encore, d'après vous, quelle est la place de l'histoire des migrations et la place des étrangers dans une ville comme Strasbourg? Alors, comme je le disais, je suis moi-même arrivée il y a 6 ans, donc moi aussi j'ai été accueillie par Strasbourg, j'ai migré d'ouest en est, mais moi je l'ai fait dans des conditions tout à fait favorables. Ce n'était pas un impératif lié à une situation qui mettrait en péril ma vie ou pas. Strasbourg, c'est quand même, et c'est dans son étymologie, la ville des carrefours, la ville des routes. Où il y a une véritable culture de la migration, mais pour des questions aussi économiques, d'empire. Et à Strasbourg, quand on est capitale de l'Europe, et non pas une capitale nationale, une capitale de l'Union européenne, on a aussi toute cette histoire d'accueillir des personnes qui viennent travailler à Strasbourg. Et donc, on déconstruit un petit peu aussi tout le mythe de la migration qui ne serait que un peu le mythe aussi d'extrême droite que l'on connaît très bien, d'une migration néfaste, etc. Et en fait, on se rend compte que la migration, que je ne trouve par ailleurs pas du tout néfaste, quelle qu'elle soit, elle est extrêmement diverse. Et à Strasbourg, il y a cette culture de la diversité de migration et aussi, du coup, de la diversité d'accueil. On va pas accueillir tout le monde de la même manière. Et je pense que dans une ville comme Strasbourg, capitale européenne à nouveau des droits humains, on a un enjeu à faire vivre les droits humains, qu'on appelle encore aujourd'hui les droits de l'homme, mais bon, les droits de l'homme et les droits de la femme aussi. Et quand on est une ville comme nous, qui a une histoire en effet de la migration, comme je disais, qu'elle soit économique ou autre, on doit pouvoir garantir à tout le monde les mêmes droits. Et dans un contexte climatique extrêmement néfaste,
il faut aussi se dire qu'on va accueillir, outre les réfugiés, comme on a pu le connaître très récemment avec les terribles événements qui se sont passés entre l'Ukraine et la Russie et qui se passent encore, on a accueilli beaucoup de monde, mais on va aussi accueillir de plus en plus de monde, et notamment les réfugiés climatiques. Et en fait, il faut absolument qu'on soit prêt à accueillir des personnes qui fuient pour leur vie, que ce soit la guerre, que ce soit le changement climatique. Mais aussi être prêt à accueillir des personnes qui migrent à Strasbourg parce qu'elles ont envie, parce que justement c'est un territoire accueillant, parce que c'est un endroit où il fait bon vivre et où on accepte tout le monde sans discriminer qui que ce soit. Et pour moi, c'est ça Strasbourg, c'est ça la force de Strasbourg, et c'est ça le rôle qu'elle doit jouer au quotidien en France, en Europe et dans le monde entier. D'accord. Mais du coup, j'avais une question à vous poser aussi quand vous êtes venu de Strasbourg, parce que bon, moi je suis un peu un vieux Strasbourgeois né dans la région, parce que Strasbourg c'est aussi une ville qui a eu la particularité de voir migrer les frontières et d'avoir franchi les frontières sans bouger. Est-ce que c'est quelque chose qui se sent quand on vient d'ailleurs en France? Alors moi je suis venue à Strasbourg pour terminer mes études. Et donc pareil, quand on parle d'accueil, Strasbourg c'est une ville étudiante qui accueille aussi beaucoup d'étudiants qui restent plus ou moins longtemps. Et moi ce qui m'a vraiment touchée quand je suis venue à Strasbourg, c'est cette absence de frontières par exemple avec l'Allemagne, où c'était dans le quotidien des gens que d'aller et venir entre la France et l'Allemagne, entre Strasbourg et Kiel ou encore plus loin. Et en fait on a aussi, on le voit aussi parce que je suis conseillère à l'Eurométropole de Strasbourg, on voit aussi la place qu'occupe Strasbourg dans tout le tissu local, où nos collègues de l'ensemble de la métropole, nos collègues élus, maires, nous disent que Strasbourg a forcément une place et un impact sur l'ensemble des communes alentours. On vit dans un eurodistrict, on vit dans un espace où on a fait tomber de base les frontières entre la France et l'Allemagne. On vit dans l'Ortenau, donc c'est quelque chose moi qui m'a vraiment impressionnée quand je suis arrivée. C'est de dire qu'on vit dans un bassin de vie et pas qu'on vit dans une ville avec ses frontières et qu'il y a aussi une frontière avec un autre pays. On est vraiment dans une logique de bassin de vie extrêmement ouvert et accueillant. Et je trouve que c'est véritablement une force pour la ville de Strasbourg et puis une force pour la région transfrontalière dans laquelle on habite. D'accord. Alors un petit mot de conclusion peut-être ? On va essayer qu'il soit petit. Un petit mot de conclusion. Tout simplement que j'ai hâte de voir le Conseil de la vie interculturelle et citoyenne se réunir pour la première fois, et j'ai hâte de voir le travail qu'il pourra donner, puisqu'on y a mis beaucoup d'ambition. On a fait un gros travail avec les anciens membres du Conseil des résidents étrangers. Et aujourd'hui, je pense que les habitants et les habitantes, ils ont vraiment besoin de concret. Donc moi, en mot de conclusion, c'est simplement vous dire à quel point je suis contente du travail qui a été réalisé, reconnaissante aussi de l'investissement de toutes les personnes qui ont pris part à l'évolution du Conseil des résidents étrangers en Conseil de la vie interculturelle et citoyenne. Et j'ai véritablement hâte de commencer à travailler concrètement dès la première plénière, et puis de voir le résultat de ce travail le plus rapidement possible. D'accord, bien, je vous remercie. Puis on se redonne rendez-vous à la prochaine plénière. Et oui, exactement. À la prochaine plénière. Merci à vous. Après cette pause musicale qui engage tout le monde à venir s'inscrire dans la dynamique du CVIC, nous allons entendre les personnes qui ont accompagné les citoyens dans la construction de cette nouvelle instance. Hugo Barata, agent de la ville, et Caroline Oberlin, qui était accompagnateur pour la construction de cette instance. Hugo Barata, je suis chef de projet en démocratie locale à l'Eurométropole de Strasbourg. Je suis arrivé à la participation citoyenne il y a presque 3 ans maintenant. Et mon poste, en quoi il consiste, on va dire, il y a 2 aspects. Le premier serait d'accompagner des dispositifs de participation citoyenne portés par la direction de la participation citoyenne, comme le CVIC
anciennement le CRE par exemple, mais aussi d'accompagner des directions en ingénierie, en méthodologie de participation citoyenne qui voudraient, elles, lancer des séquences démocratiques, par exemple auprès de la direction santé, solidarité, jeunesse, ou alors la direction des sports, enfin, je cite les directions pour montrer un peu lesquels aspects ça peut toucher, urbanisme, tout ça, quoi. Tu es arrivé à la participation citoyenne à l'époque où il n'y avait pas encore de direction spécifique, je crois, non? C'était une mission à l'époque. Ouais. Et ça a changé quoi, le fait de passer de mission à direction? Je saurais pas trop dire ce que ça a changé concrètement, hein. Là-dessus. Mais pour toi? Là-dessus, moi, à mon échelle, enfin, je c'est pas des choses que je ressens forcément. Mais c'est sûr que je pense par rapport à la place maintenant il y a une place dans l'organigramme, je pense, là-dessus, moi, je saurais pas trop te répondre, Eric. D'accord, bon, je vais couper ça après, de toute façon. Moi, Au pire, voilà. Du coup, comment tu en es arrivé à découvrir le Conseil des résidents étrangers à l'époque? moi, très simplement, en fait, Conseil des résidents étrangers, j'avoue que, avant d'arriver dans la participation citoyenne, je connaissais pas, et j'ai pris connaissance de l'éventail de tous les dispositifs, instances qui étaient pilotés par la participation citoyenne à l'époque. Forcément, je suis tombé sur les archives du CRE, c'est comme ça que j'ai connu son existence. D'accord. Par le livre blanc aussi, peut-être? Le livre blanc, moi, je crois que quand je suis arrivé, il était en cours de rédaction, qui n'était pas totalement finalisé. Mais oui, enfin, je sais que le livre blanc, c'est un des premiers documents que j'ai lu pour bien comprendre ce qu'il avait fait à travers les différents mandats. D'accord. Et par ce biais, t'as pensé quoi exactement? Enfin, t'en as pensé quoi du résident étranger, du Conseil des résidents étrangers et des résidentes étrangères, bien sûr. Ce que j'en ai pensé, alors en le lisant, moi, je t'avoue, la première qu'il y avait une instance qui était sur ces sujets-là, et aussi surpris par l'ambition. Je suis désolé de te couper là, mais il y a eu un moment où il n'y a pas eu de son. Ah, ok. Alors, ce que je disais, c'est que moi, ce que j'en ai pensé, c'est au début un peu l'effet de surprise, parce que je savais pas du tout qu'il y avait une instance de participation citoyenne dédiée à ces enjeux-là. Et aussi surpris par l'ambition qui était portée, du coup, dès le lancement en 92, sur la place des étrangers dans la ville de Strasbourg, aussi un peu l'espace de plaidoyer pour le vote des étrangers à l'échelle locale. Enfin, moi, tout ça, c'est des choses aussi qui m'ont parlé, je savais pas. Du coup, je dirais que c'est plutôt de la surprise, une agréable surprise, en tout cas. Et du coup, comment s'est passée de ton côté, la rencontre aussi avec, en tout cas, les membres du Conseil des résidents étrangers qui ont entamé le travail de construction du CVIC? Moi, de mon côté, assez bien, parce que pour la plupart, c'était pas des personnes qui étaient inconnues de la participation citoyenne, dans le sens où l'engagement, il est souvent pluriel. On se rend compte que les personnes qui sont dans une instance, des fois, sont aussi dans une autre. Du coup, il y avait quelques personnes que je connaissais déjà, et j'avais déjà eu des prises de contact avant d'engager, à proprement dit, le travail d'atelier. Du coup, ça s'est plutôt quand même bien passé, je veux dire, cette première approche. Je savais en fait qui j'allais avoir dans mon groupe, j'arrivais à mettre un peu un visage sur le nom de tout le monde. Donc là-dessus, ça facilite quand même moi quand on lance un atelier. D'accord. Et du coup, après on l'a déjà interviewé, on a eu des facilitateurs, des facilitatrices, qui étaient des personnes extérieures ou qui n'étaient pas des agents de la ville. Quelle était ta place, toi, dans le dispositif? En fait, moi, ce que j'ai fait, alors je sais pas si vous vous rappelez, mais en fait, avant, les ateliers sont déroulés de janvier à mai 2022. Et nous, on s'était rencontrés d'abord en novembre. Oui. Un premier temps. Où c'était un peu, voilà, comment ça va se passer, ce qu'on prévoit et tout. Moi, on va dire avant l'été, on va dire de juin, juillet, j'ai commencé à vraiment me plonger un peu dans le dossier. Et mon rôle, ça a été de construire un peu la méthodologie de relance du CPIC, de bien
cibler les axes de travail qu'on allait devoir aborder pour écrire la délibération, puis après la charte de fonctionnement, bien veiller à ce que on intègre bien toutes les composantes, et aussi faire l'intermédiaire, enfin plus que l'intermédiaire, vraiment engager un dialogue avec du coup la mission lutte contre la discrimination, enfin tu vois, plusieurs instances en interne, la D2SJ, parce que c'est clairement leur compétence. C'est comme ça qu'on a eu la présentation de ville hospitalière en atelier, et avec les élus aussi, discuter avec eux de leur vision, être sûr que à un moment il n'y allait pas avoir un désaccord en fait entre votre vision et leur vision. C'est pour ça que si je sais pas si tu te rappelles, mais c'est souvent quelque chose que je disais, qu'il y avait des moments d'aller-retour qui étaient nécessaires, et c'est aussi pour ça qu'il y avait des fois la présence des élus à certains ateliers, pour être sûr qu'il y a un échange entre vous et eux, et que vous soyez dans la même direction. Et du coup, moi, mon rôle, ça a été un peu tout ça, prendre les tenants et les aboutissants, de les clarifier tant à vous qu'aux collègues qu'aux élus sur les marges de manœuvre, etc. Et du coup, j'ai rédigé le cahier des charges pour être accompagné par un prestataire, en mettant dedans les objectifs qu'on attendait. En fait, un cahier des charges, en fait, tu présentes ton contexte, tes besoins, et après, tu as des personnes qui répondent à ton cahier des charges par une proposition technique. Mmh. Ouais. Et tout à l'heure, tu parlais de la délibération. Ouais. C'est quoi une délibération et quels ont été les enjeux de cette délibération-là? En fait, étant donné que anciennement nommé le CRE était un conseil consultatif, son existence est régie par l'exécutif en place. En fait, cette instance ne peut pas dépasser le temps du mandat politique. Du coup, à chaque mandature, si on veut que le CRE existe, il doit délibérer à nouveau, parce que c'est cette délibération-là qui officialise la relance de l'instance. Du coup, le rôle là de cette délibération, c'était avant tout celui-ci, et je pense que l'ambition qui a été aussi un peu portée dedans, c'était de partir de vos travaux à vous, du livre blanc dans le cadre des assises que vous avez rédigé avec toutes les préconisations qui étaient dedans. C'était de prendre ça en compte et de se dire qu'on pouvait réajuster le CRE dans un nouveau cadre un peu plus innovant, et peut-être, je veux pas dire qu'il fonctionnait mieux, mais tu vois ce que je veux dire, que on réajustait un peu le cadre du CDIC pour avancer différemment. Et puis pour l'adapter à l'époque aussi. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. D'accord. Comment est-ce que tu as envisagé, comment est-ce que tu as appréhendé cette mission? Est-ce qu'il y a eu des appréhensions, ou est-ce que ça s'est fait naturellement? Non, ça s'est fait assez naturellement, parce que vous aviez rencontré les élus thématiques au préalable, donc nous, c'était quelque chose dont on était au courant que ça allait arriver à un moment. Après, moi, c'est vrai que une fois que en fait, disons qu'il n'y a pas tant d'appréhension, c'est plutôt de manière très technique. Je vois les points de blocage qu'il pourrait y avoir. Et moi, mon rôle, c'est d'aller un peu les lever ou de les clarifier. Donc, je veux dire, il n'y a pas tant d'appréhension à ce niveau-là, surtout que, moi, les ateliers, je savais que c'était des ateliers qui allaient bien se passer au regard du groupe qui le composait. Tu parlais de points de blocage, et t'as des exemples de points de blocage qui auraient pu empêcher le travail, ou le ralentir? De manière c'est caricatural, qu'il y a un gros désaccord entre vous et les élus. Je veux dire, sur la vision, qui est deux visions totalement opposées de l'instance. D'accord. Ou est-ce qu'il n'y a pas eu forcément lieu, quoi? Ça aurait pas été forcément un point de blocage, tu vois ce que je veux dire, mais un point, on va dire, qui prend du temps, parce que pourquoi ça prend du temps? Parce que forcément, quand il y a un peu de blocage, faut travailler dessus pour que ça, pour le débloquer, et que ça devienne plutôt quelque chose qui construise l'instance par la suite. Ah ouais. Mais en fait, des blocages, généralement, on les soulève toujours. C'est juste que ça prend du temps. Et ça, faut l'accepter, le temps aussi. Tu vois, la délibération, là, on a mis 4 mois à l'écrire. Il y a
c'est un parti aussi de se dire on va prendre le temps avec des habitants de faire ce travail-là, mais ça implique de respecter le temps administratif, le temps politique et le temps habitant. Oui, qui sont des temporalités qui sont assez différentes les unes des autres aussi à chaque fois, quoi. Ouais, il y a beaucoup de pédagogie aussi devant, de faire comprendre pourquoi les délais, pourquoi pourquoi les réunions le soir. Enfin, tu vois, il y a plein de choses qui font que... Enfin, c'est tout un cadre de travail, en fait, qui doit être créé. Est-ce que tu as une petite pépite à partager avec nous? Une petite pépite. Tu entends quoi? Genre une anecdote ou quoi? Ouais, une anecdote marquante, un moment qui t'a bien plu, qui t'a marqué ou... Moi, ce qui m'a plutôt plu, c'est, on va dire, l'énergie du groupe de travail que vous étiez, dans le sens où ça se sent que vous avez déjà l'habitude de travailler ensemble, parce que, de manière très simple, au niveau du respect de la prise de parole de chacun d'entre vous, elle est assez bien distribuée, il n'y a pas de personne se coupe la parole, etc. Et aussi sur votre capacité à dire ok, ça c'est mon avis individuel, il n'est pas forcément bloquant pour le projet, et je vois que le reste du groupe ne va pas forcément dans mon sens, du coup je retire mon avis individuel pour aller dans le sens du groupe. Et ça c'est des choses qui sont très agréables quand on travaille avec un groupe. D'accord. Ok, un petit mot pour finir peut-être? Le mot de la fin, c'est justement qu'il n'y a pas de fin, parce que là, il y a la plénière qui va se dérouler le 26 novembre. En fait, c'est plutôt là toute une dynamique qui se relance avec la mobilisation des différents acteurs et des habitants pour justement répondre à la saisine de la maire qui a été présentée au conseil municipal. Et je pense que là, il y a toute une énergie à créer et ça va être assez stimulant d'engager les travaux. Oui, c'est vrai. C'était quoi tu peux nous dire la thématique de la saisine de la mer? J'ai pas devant moi, Eric, là, les notes précises. Oui. Après, si je me rappelle bien, c'était quelque chose sur les conditions d'accueil des personnes qui arrivent à Strasbourg ou des migrants. J'aurais aimé dire la saisine telle qu'elle l'a dit, mais c'est autour de la notion de l'accueil, pré-accueil, hospitalité. Voilà, bonjour Madame Oberlin, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Bonjour, je suis Caroline Oberlin, je suis sociologue et facilitatrice en intelligence collective. Je suis strasbourgeoise et maman de jeunes ados sur la région. D'accord. Donc votre travail dans le cadre de la création du CVIC, dans le cadre de la création du... Comment ça s'appelle de nouveau? Le CVIC? Oui, du CVIC, mais ouais, bref. Le CRE? Non, quand ça a été présenté au conseil municipal. Je vous suis pas là. Oui, bon, c'est pas grave. Je recommence. Donc, votre travail dans le cadre dans le cadre de la création du CVIC a été d'être facilitatrice. C'est quoi exactement ce rôle ? Alors, qu'est-ce que c'est être facilitatrice ou facilitateur en intelligence collective? Alors, avec mon collègue Thomas Laure, notre mission, c'était d'accompagner le groupe de travail qui s'est constitué autour de la relance du CRE et donc qui a donné naissance au CVIC. Donc, qu'est-ce que ça veut dire accompagner? C'est-à-dire qu'on a proposé des méthodes de travail collectives et collaboratives qui ont permis au groupe d'avancer. C'est-à-dire qu'on a organisé plusieurs ateliers. On en a eu un premier qui était un atelier d'un peu d'introduction, de présentation. On a expliqué comment est-ce que les choses allaient se passer. Et après, on a eu 4 ateliers de travail autour de sujets différents qui devaient permettre justement d'aboutir à cet objectif de relance du CRE. Donc, on a travaillé par exemple sur la vision, la gouvernance, la mobilisation des habitants, la première année de fonctionnement, comment est-ce qu'on devient membre, etc. En fait, on a abordé le sujet de manière différente. Et donc, notre rôle à nous, en tant que facilitateur, donc c'était de créer les conditions pour que le travail puisse avancer. Tous les contenus qui ont pu ressortir, tout ce qui a été dit, c'est intégralement le fruit du travail des membres pendant ces différents ateliers. D'accord. Qu'est-ce que vous saviez du CRE avant de faire cet accompagnement?
Alors, ce que je savais du CRE, moi j'ai travaillé pendant plus de 13 ans dans une structure qui s'appelle l'ORIV, l'Observatoire régional de l'intégration et de la ville, et dont la directrice Muriel Mattesoli a accompagné pendant quelques années les différents chargés de mission du CRE. Donc je savais que le CRE existait, je savais que c'était une instance ancienne de participation citoyenne, et je l'ai toujours vu en fait comme un lieu assez fédérateur entre associations et acteurs publics, individus qui souhaitent s'engager à Strasbourg en faveur de la reconnaissance de la place des étrangers dans la cité. D'accord. Du coup, comment est-ce que vous avez envisagé ou comment vous avez appréhendé cette mission ? Alors au moment où avec Thomas nous avons répondu à l'appel d'offres de la ville de Strasbourg, on avait identifié plusieurs enjeux. Déjà, comme je le disais à l'instant, le CRE c'est pas une instance qui démarre en fait. Il y a toute une histoire. On savait que c'était l'année aussi des 30 ans d'existence de cette instance. Donc voilà, on était assez vigilants, l'idée de ne pas partir d'une page blanche et de bien valoriser l'histoire, les points d'ancrage aussi de l'instance. Tout en, c'est un peu un exercice d'équilibriste à la fois de valoriser l'histoire et de permettre que quelque chose de nouveau puisse se réaliser, puisse advenir. Donc on a essayé de cheminer sur ce fil un peu tenu. Ce qu'on s'était dit aussi, c'est que c'était important de s'adapter dans le format aux disponibilités des membres du groupe de travail. Je le disais tout à l'heure, on a eu plusieurs groupes de travail, donc voilà, trouver les bons moments pour vous en journée, en soirée, voilà, d'être vigilant à cela. Et puis il y avait quelques sujets aussi qui nous paraissaient très importants à clarifier, notamment avec la ville de Strasbourg, qui était le commanditaire de notre accompagnement. Donc on a été très vigilants aussi avec eux sur la clarté du mandat en fait qui était donné au groupe de travail, c'est-à-dire qu'est-ce qui était réellement attendu, quelles étaient vos marges de manœuvre, qu'est-ce qui allait être fait de vos différents travaux, l'implication des agents de la ville, donc tout ce qui était soutien technique qui a été extrêmement fort pendant toute la démarche. J'en profite pour saluer Hugo Barata et Madeleine Laurence. Et avec Clément Gérard qui sont fortement investis dans toute la démarche, et puis le soutien politique aussi qui a eu lieu, avec qui on a été en dialogue continu tout au long de la démarche. Donc il n'y avait pas vraiment d'appréhension de notre part, mais c'est vrai que je m'attendais à un peu plus de débats au sein du groupe de travail, ou des débats peut-être un peu plus musclés entre vous. Et au final, vous étiez assez vite d'accord parce que sur vos différentes propositions. Alors je m'étais un petit peu interrogée avec Thomas au début là-dessus en se disant peut-être qu'on ne va pas assez loin dans le dialogue. Et puis en fait, on s'est rendu compte que c'était des sujets sur lesquels vous aviez déjà beaucoup échangé entre vous et que comme vous vous connaissiez très bien, aussi entre les membres du groupe de travail, il y avait une certaine fluidité et connaissance entre vous qui a fait que ça a bien fonctionné aussi. D'accord. Alors concrètement, comment les choses se sont déroulées ? Alors, comment est-ce que ça s'est déroulé ? Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, on a eu 5 rencontres ensemble. Alors, vous étiez un petit groupe de travail motivé et motivant. Je tiens à le dire aussi. Enfin, vraiment, j'en parlais à l'instant aussi, une bonne entente entre vous qui faisait que ces rencontres étaient à chaque fois des moments très agréables. Alors, évidemment, les rencontres ont eu lieu entre janvier et mars 2022. On a dû s'adapter aux contraintes sanitaires. On a dû un peu jongler au démarrage entre des temps en visio, des temps présentiels, avec les avantages et les inconvénients de chacune de ces formules-là. Donc les cinq sujets qui ont été donc cinq rencontres, 5 groupes de travail et donc 5 thématiques différentes abordées à chaque fois. Donc comme je disais, un temps d'introduction. On a fait le lien aussi avec toute la démarche Strasbourg ville hospitalière qui s'est lancée ces dernières années. Ensuite, un temps de travail autour de la vision, des objectifs à 2 ans, c'est-à-dire dans quoi se projeter finalement, quelle est la boussole pour l'avenir. Un 3e atelier qui a porté sur les modalités de mobilisation, c'est-à-dire comment aller
au plus proche des habitants et des habitantes sur les différents territoires, comment vous faire connaître, quel levier, quel relais mobiliser sur les différents territoires, et parallèlement à cela, quelle modalité de gouvernance, c'est-à-dire comment est-ce que le futur CRE allait fonctionner, est-ce que c'était encore le mode de fonctionnement avec des commissions, avec des plénières, avec voilà, donc ça c'est tous les sujets sur lesquels vous avez pu travailler. Notre 4e temps de travail, c'était une projection dans la première année, de savoir voilà quelles seraient les premières étapes. Alors évidemment, on est dans un format idéal, voilà, donc d'envisager en fait les premières étapes pour vraiment relancer ça. Il était question d'un événement à l'automne 2022, et puis de s'interroger sur un conseil des résidents étrangers, comment est-ce qu'on devient membre, comment on peut rentrer aussi dans cette instance. Et puis on a terminé dans notre dernier groupe de travail qui était un temps de synthèse où on a travaillé autour d'un outil qui s'appelle la matrice identitaire, où finalement vous êtes redit en fait ce qu'était donc non plus le CRE TVIC, ce qui est né donc au fur et à mesure des différents échanges, et puis de préparer en fait la restitution de vos travaux à l'élu, ce qui a eu lieu au mois d'avril. Donc ça, c'était sur le point de vue un peu formel, les différents groupes de travail, comment est-ce que ça s'est structuré. Et puis nous, de notre côté, avec Thomas, on a eu des échanges réguliers avec la ville pour préparer les séances, travailler ensemble sur la progression des ateliers, sur les productions. Alors l'idée, c'était pas du tout de revoir ce que vous aviez, ce qui avait pu être travaillé pour le groupe, mais l'idée c'était plutôt de veiller à la faisabilité technique de différents, des points que vous aviez pu émettre, éviter que ce ne soit pas réalisable en fait in fine. Donc voilà, donc s'il y avait des choses à réajuster, de le permettre un peu en cours de route, parce qu'il n'y a rien de pire qu'un groupe qui se réunit à plusieurs reprises et qui au final on dit non désolé, ce que vous proposez là c'est pas réaliste et on ne pourra pas réussir à le faire. Donc voilà, c'est tout ça qui nous a permis d'éviter cela. D'accord. Du coup, est-ce que vous avez vécu des moments inattendus, des moments surprenants? Alors, je dirais pas qu'il y a eu un moment en particulier. Moi, ce qui m'a vraiment surpris, c'est la rapidité avec laquelle vous vous êtes mis collectivement au travail. À chacune des séances, vous étiez tout de suite dedans. Vous avez produit beaucoup de choses à chacune des séances en relativement peu de temps. Donc voilà, ça a été un élément de surprise. Non pas que je pensiez que vous seriez lent, hein, mais voilà, en tout cas vraiment une capacité à vous projeter et à produire, à réfléchir aux différentes thématiques sur lesquelles on a travaillé à chaque fois. Et puis la qualité d'écoute entre vous au sein du groupe de travail que j'ai trouvé assez remarquable. Oui, après il faut dire qu'on a tous été membres du CRE, on a pris des responsabilités au sein du CRE. Je pense que ça nous a pas mal entraîné à ce genre d'exercice aussi, quoi. Tout à fait. On a senti avec Thomas que vous n'étiez pas des novices, non. des échanges, des débats, et qu'il y avait une certaine habitude aussi entre vous. Oui, puis c'est vrai qu'on se connaît un peu à force de se fréquenter. Voilà. Est-ce que vous avez vécu un moment difficile ou compliqué? Alors, qu'est-ce qui a pu être compliqué? Il n'y a pas eu un moment compliqué. Il y a eu forcément ces histoires de Covid et de contraintes sanitaires qui ont été un peu pénibles à gérer, mais plus parce que ça avait des impacts sur vos capacités de mobilisation. De passer en présentiel, tout le monde ne pouvait pas forcément venir parce que la situation était quand même un peu fragile. Donc difficile, peut-être pas. C'était peut-être plus de la frustration de ma part. Et puis après, on a été assez vigilants au démarrage sur le mandat qui vous était donné par la ville de Strasbourg sur les règles du jeu. Enfin voilà, j'en parlais tout à l'heure. Mais une fois que ce point-là a été clarifié, partagé avec vous, ce qui arrivait assez tôt dans la démarche, les choses se sont déroulées, je dirais, de manière assez optimale. Mais ça, c'est à vous de le dire aussi. C'est vous qui avez participé. Alors, une petite pépite à partager avec nous et les auditeurs? Alors,
avec Thomas et puis dans nos pratiques en tant que facilitateur en intelligence collective, on commence toujours nos séances de travail par ce qu'on appelle un tour d'inclusion. C'est-à-dire, c'est un moment où on se connecte les uns aux autres, on fait un peu plus connaissance, et souvent de manière un petit peu décalée. Et moi, je retiens vraiment dans les pépites tout ce qui a été partagé en fait par le groupe sur les états d'esprit, les anecdotes. Des choses parfois très très poétiques, et puis de savoir que dans le groupe de travail il y avait un champion de boxe, qu'un autre avait battu Obi-Wan Kenobi au ping-pong, voilà, connaître les engagements associatifs de chacun, ce à quoi les unes et les autres vous étiez sensibles. Enfin voilà, c'était des beaux moments de partage. Dans une période où voilà, pas forcément très facile, voilà, avec tout ce qu'on vit là depuis plus de 2 ans. Donc voilà, c'est les petites pépites que je garde en moi et que je savoure régulièrement quand j'y repense. Oui, après il faut préciser que le champion de boxe c'était champion de boxe par défaut. Non, ça reste un champion de boxe. Ouais. Un petit mot de la fin pour conclure. Et un petit mot de la fin, longue vie au CVIC. Je vous souhaite vraiment un beau démarrage, un beau redémarrage de cette instance. Et puis j'espère vraiment que l'ouverture que vous souhaitez, que vous avez appelée de vos vœux dans le lien aussi avec les territoires. Enfin voilà, cette capacité de mobilisation, vous allez réussir à la concrétiser et à mobiliser un maximum de personnes autour de ce bel objet, de cette belle instance qui est le CVIC. Oui. Donc, merci à vous. Nous l'espère aussi. Hein. Voilà. Bien, merci. Merci à vous pour votre invitation. Pour finir, nous allons donner la parole à quelques citoyens qui ont participé à la construction de l'instance et à notre projet. Oui, je m'appelle Nabou Fall, citoyenne strasbourgeoise d'origine sénégalaise. Voilà. Quelle est la première instance dans l'affiliation du CVIC dans laquelle tu t'es investi, dans laquelle tu t'es engagé? Alors, c'est le Conseil des résidents étrangers, donc qui est en phase d'être mis en place sous le nom de Conseil de la vie interculturelle et citoyenne, donc le CVIC. Ouais. Comment tu es arrivé à cette instance? Pourquoi tu t'y es engagé? Je suis arrivée dans le Conseil des résidents étrangers, je vais dire. Oui, dans le Conseil des résidents étrangers. En tant que représentante de mon association. Donc, c'était en 2015. C'est la mouture avant celle qui va être remise en place. Ça, c'était la dernière mouture du Conseil des résidents étrangers. Donc, avec Miné Goundaï à l'époque comme élu. Et je représentais l'association des Sénégalais de Strasbourg. J'étais la présidente de mon association. Et j'avais intégré l'instance justement en fait en tant que représentante de mon association et surtout en fait parce que notre structure, donc l'association des Sénégalais de Strasbourg, se voyait bien dans l'objet et les missions donc de l'instance en fait, donc en l'occurrence le Conseil des résidents étrangers. Donc l'instance avait une vision que nous partagions, donc à savoir la promotion de la diversité. Donc nous en tant qu'association des Sénégalais, nous faisions la promotion donc de notre culture en terre alsacienne, donc d'où l'intérêt en fait de notre adhésion dans cette instance. D'accord. Quelle est la nature, la forme de ton engagement ou de tes engagements dans le CRE? Dans l'instance, tu veux dire? Oui, donc en fait quand j'ai représenté ma structure au sein de l'instance, donc j'ai été dans le groupe communication et culture aussi. Donc parce qu'en fait, la diversité, c'est pour nous, en tout cas dans notre association, c'était à travers la culture. Donc j'avais intégré le groupe culture, et le groupe communication, mais j'étais beaucoup plus active dans le groupe communication, donc dont l'objectif était surtout de mettre en avant l'instance déjà, de permettre aux différentes groupes projets de l'instance de divulguer leurs activités, donc aux Strasbourgeois et aux Strasbourgeoises, à travers notre émission à la RBS, donc qui était de Strasbourg d'ailleurs. Également à travers notre newsletter, à travers nos pages sur les réseaux sociaux qu'on animait de manière très très dynamique, à travers les articles qu'on faisait paraître dans notre journal qui avait le même nom
que l'émission radio, donc de Strasbourg et d'ailleurs. Et voilà, en fait, c'était en quelque sorte ça. Donc, à un moment, en fait, au début, je représentais mon association et à la fin de mon mandat au sein de mon association, j'ai changé de collège pour rester dans le collège des habitants, en fait, parce que je restais quand même animée par cette même volonté-là de travailler au sein de l'instance qui intéresse beaucoup et qui est, en fait, un podium pour la promotion de la diversité, de l'inclusion aussi, également, et surtout, en fait, qui se veut mettre en avant et donner une place et une voix aux sans-voix, donc dans les étrangers, en fait, parce que l'instance s'appelait le Conseil des résidents étrangers. Donc, le but, c'était de permettre à ces citoyens-là qui sont engagés et dynamiques au sein de la ville de pouvoir avoir un moyen de s'exprimer, un moyen de démontrer aussi leur participation citoyenne à travers l'instance. Et donc, pour moi, en fait, tout l'engagement vient de là. Tout l'engagement, c'était surtout de montrer que, en tant que citoyen d'ici ou d'ailleurs, on peut et on a la possibilité de s'impliquer si on le veut. Et la municipalité nous l'a permis à travers l'instance qu'on a et qui vit depuis 1989, même si elle a connu un moment de sommeil en 2009, me semble. Voilà. Oui, c'était juste avant. Je sais pas si j'ai répondu à la question. Si, parfaitement. Ouais, ok, parfait. Donc, tu as même répondu à la question suivante, donc je passe encore après. Donc, tu t'es engagé aussi dans la refondation de l'instance. Comment ça s'est fait et pourquoi tu as voulu participer à ce travail? Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, déjà, je pense que j'ai répondu à une partie de la question dans ma réponse précédente. C'est surtout parce que pour nous, il est important que les citoyens d'ailleurs que nous sommes puissent avoir pleinement la possibilité de contribuer dans la vie de notre cité strasbourgeoise. Et il faut souligner qu'il n'y a pas que des gens d'ailleurs dans l'instance. Il y a des gens d'ici, donc tels que Eric et d'autres, qui sont impliqués et qui croient aux valeurs en fait que l'autre ou le citoyen d'ailleurs peut apporter et qui se battent et s'engagent pour ça en fait. Et pour nous, donc, étant donné qu'il y avait une nouvelle municipalité qui devait être en place donc en 2020, il était question de laisser l'instance mourir. Il était question de se dire notre mandature est terminée, on laisse la municipalité faire comme elle veut. Et ce qui fait que certains membres du Conseil des résidents étrangers, de la dernière mouture, donc tels que les représentants des groupes projets que nous étions à l'époque, donc je vais les citer, il y avait Eric, il y avait moi, il y avait Abdallah du groupe Égalité Urbaine, il y avait Patricia du groupe Culture, il y avait Abdallah du groupe Droits des Femmes, il y avait également Pierre Graib de la CIMA qui était également membre d'une association ressources de l'instance, qui nous sommes mobilisés. Il y avait Priscilla aussi, du groupe Personnes âgées. Priscilla, excuse-moi, oui, des personnes âgées immigrées qui se sont mobilisées et qui se sont dit, faut pas laisser l'instance mourir. Donc, et pour ce faire, on va aller rencontrer toutes les listes. On avait commencé pendant la période de campagne. Donc, on avait rencontré toutes les listes. On leur a présenté le travail qui a été fait dans le cadre des assises de l'étranger qu'on avait fait en fin de mandature avec notre ancien élu, donc Chantal Kutaja. Donc, on a pris ce livre blanc-là qui était en fait un résumé de l'avenir que nous voulions donner à l'instance et qui a été en fait présenté en dernier conseil municipal avant les élections. Donc nous avons pris ce livre blanc-là. On a été présenté à l'ensemble des listes qui concourissaient donc à la municipalité. Et donc c'est suite à cela en fait et des contacts que nous avions noués donc à l'époque que le travail s'est continué et a continué en fait. Et ce qui fait que dès que les écologistes ont été élus à la tête de la municipalité, nous avons tout de suite pris contact avec Madame Carole Zelensky, donc qui nous a tout de suite reçus et avec qui on a beaucoup travaillé en fait pour la remise en place de l'instance sous la nouvelle appellation du Conseil de la vie interculturelle et citoyenne qui a été préconisée, je rappelle, dans le livre blanc donc qu'on avait fait en fin de mandature.
avec l'ancienne municipalité. Et tout de suite, en fait, l'élu a accroché et nous avons fait quelques séances de travail avec elle également d'autres agents de la ville. Suite à ça, il y a eu pas mal aussi d'ateliers qui ont été mis en place avec des facilitateurs et ces travaux, en fait, ont été ouverts dans le cadre du Conseil de la participation citoyenne qui a eu lieu en mars, il me semble, par visio, à l'occasion duquel il a été rappelé aux citoyens qu'ils peuvent, s'ils le souhaitent, s'impliquer donc dans plusieurs instances qui sont en cours de mise en place pour travailler sur les objectifs, sur les idées et sur tout simplement les fonctionnements et autres en fait. Donc le but de la municipalité à travers cette vision était surtout en fait d'impliquer les citoyens et citoyennes à travers les diverses instances qui allaient se mettre en place, donc à travers la participation citoyenne. Et surtout en fait, pour nous, il s'agissait surtout de préserver cet héritage-là, cet héritage de notre instance qu'on a eu en 2015 parce qu'il y a eu des anciens qui se sont battus pour que l'instance puisse vivre depuis 1989 et qu'elle puisse survivre aussi de municipalité à municipalité. Donc pour nous, en fait, il était une question que l'instance, en fait, disparaisse après notre mandature. Donc nous nous sommes battus parce que nous y croyons, parce que nous avons la volonté et la motivation de faire vivre l'instance et nous l'avons fait. Aujourd'hui, en fait, on y arrive parce que la délibération de la remise en place de l'instance est passée en conseil municipal le 24 juin. Et là, on travaille sur la date de mise en place officielle, donc qui est déjà connue et qui est déjà en fait publiée dans le journal de la ville, dans le Strasbourg Magazine. Donc ce sera le 26 novembre. Et c'est avec plaisir en fait que nous avons pris part à ce travail et nous sommes fiers de voir que notre travail porte ses fruits, enfin. Donc voilà, j'ai été longue, désolée. C'est pas grave. Je pense que c'est la passion. Du coup, quelles sont tes attentes et tes espoirs par rapport à cette instance aussi? Qu'elle perd pas sa nature en fait. En fait, tout mon... j'attends de l'instance qu'elle soit ce pourquoi on s'est battu. J'attends de l'instance qu'elle soit ce pourquoi elle a été mise en place en 89, même si les objectifs ont été revus. Donc parce qu'en fait, on dit les structures restent en fait au fil des temps. Après, on les adapte en fonction des enjeux du moment et autres. Et mon attente principale, c'est juste que la structure reste ce pourquoi elle a été mise en place, c'est-à-dire la promotion de la diversité et des cultures, parce que Strasbourg est une ville riche de ces cultures. Et également, en fait, qu'elle soit aussi un lieu de débat, d'échange des citoyens d'ici et d'ailleurs, pour lutter pour la citoyenneté de résidence. Parce que aussi, il ne faut pas qu'on oublie qu'en fait, quand l'instance a été mise en place en 89, l'objectif premier, c'était la lutte pour la citoyenneté de résidence. La citoyenneté de résidence, ce n'est rien d'autre que la possibilité de permettre aux citoyens qui vivent et qui s'engagent socialement et économiquement dans sa cité puissent avoir le droit de voter aux élections locales, en fait, pour pouvoir donner son avis, surtout. Et mon espoir, c'est surtout que un jour, cette revendication puisse être entendue et puisse se faire, en fait. Voilà. D'accord. Dans cette histoire du CRE jusque maintenant, est-ce que tu aurais une anecdote que tu aimerais partager avec nos auditeurs et nos auditrices? Un moment qui t'a marqué spécialement ou... Un moment qui m'a marqué, en fait. En fait, je pense que tous les moments vécus au sein de l'instance ont été marquants pour moi, dans le sens où, en fait, cette instance a été source de rencontres, de très très belles rencontres. J'ai rencontré de très très belles personnes à travers l'instance. Donc des gens qui sont encore là dans l'instance, des gens qui sont plus là pour des raisons personnelles, pour des raisons professionnelles, pour des raisons familiales, pour des raisons géographiques. Donc j'ai rencontré de belles personnes, de belles cultures. Donc c'était surtout l'objectif premier. Et également en fait se dire que en fait
toutes ces, tous ces moments, toutes ces rencontres, en fait, sont des anecdotes, sont de beaux souvenirs, sont de belles choses que je n'oublierai jamais. Donc, voilà. D'accord. Donc, pas d'anecdote particulière, en fait. Oui, un ensemble d'anecdotes surtout. Un petit mot pour conclure. Un petit mot, juste dire, déjà merci Eric, hein. Merci Eric pour ce moment, donc pour cette possibilité-là de m'exprimer donc au sujet de notre instance. Merci à la Caresse aussi, qui fut l'un des piliers de la mise en place de la première instance donc du Conseil des résidents étrangers, qui était le Conseil consultatif des résidents étrangers à l'époque, donc porté par Patricia à l'époque, qui est encore aujourd'hui avec nous, donc à qui je fais un gros coucou. Et surtout, merci à la Caresse, à la RBS et autres, et à tous, en fait, tous celles et ceux qui nous écoutent, de les remercier et de leur dire que notre instance est encore là. Donc, Strasbourg a besoin de laisser exprimer la diversité, sa richesse culturelle, mais également, en fait, d'être une ville inclusive, une ville dans laquelle, en fait, chaque citoyen, qu'il soit d'ici ou d'ailleurs, a pleinement le droit de s'exprimer, de se faire entendre et surtout d'être libre, en fait. Et c'est ce qu'est Strasbourg. Et c'est en fait un peu ce que représente l'instance qui sera remise en place, donc je le rappelle, le 26 novembre, donc à l'Orangerie, à 10h. Donc rendez-vous, je l'appelle. Hein, Salle du Bon Pasteur. Donc, voilà, c'est ça. Je pense que tu en reparleras vers la fin de ton émission, mais c'est très très important. L'instance est ouverte à toutes et à tous, sous une autre forme, parce que les collèges vont disparaître, mais le fonctionnement reste le même. Les objectifs restent les mêmes, même si en fait, on se dit qu'on va se consacrer à des combats plus stratégiques, à savoir donc la citoyenneté de résidence, la promotion de l'égalité, de la diversité et autres en fait. Donc, l'instance vous ouvre la main et vous tend la main en fait. Donc, venez nous découvrir, venez découvrir la richesse de Strasbourg. Venez vous engager auprès de citoyens et citoyennes qui se mobilisent et qui veulent justement en fait lutter pour que Strasbourg garde sa beauté culturelle et sa diversité. Voilà. Merci Eric. Merci. Et merci à la Caresse et à la RS pour cette opportunité. Merci à toutes et à tous. Alors, moi, je suis Abdallah Lamri. J'ai intégré, on va dire, l'instance, le CRE en 2009, le jour où Roland Ries a pris ses fonctions et avait pris aussi la décision, l'engagement de, comment dirais-je, de remettre le CRE en place. Donc, moi, j'ai intégré tout de suite ce bateau, hein, qui était... Oui, parce que pour rappel, pendant le mandat de Fabienne Keller, le CRE n'a pas été remis en place. Bah oui, elle l'avait enlevé. Elle a enlevé, c'était une décision politique, c'était plus politique aussi. Hein. Donc, moi, j'ai intégré tout de suite la commission égalité urbaine, puisque moi, comment dirais-je, j'étais président, je suis toujours président on appelle ça d'une association de locataires. Donc j'ai intégré cette commission et on a travaillé sur un rapport, la commission, le rapport logement, hein, qui a été mis en place par un groupe de personnes. Nous étions, si je me trompe, alors il y avait qui à l'époque? Il y avait Serge Boudonga, il y avait Pierre Champenois, il y avait Bernard Stark qui est décédé. Il y avait moi-même, il y avait Cécilia Dessin, il y avait Araceli Valdez. On a travaillé sur ce rapport logement qui a amené beaucoup pour la ville de Strasbourg. À l'époque, on avait ce rapport, c'était 10 propositions et 5 recommandations. Et sur tout ça, on a travaillé. On a travaillé tous ensemble, on a passé des heures ensemble
et des moments agréables. Et puis on a mis ça en place, hein, ce fameux rapport, hein, 10 propositions concrètes, hein, pour améliorer le logement des résidents étrangers, et 10 recommandations qui ont été quand même prises en considération. Là, pour preuve, on a siégé au conseil d'administration de Plus Habitat, maintenant qui s'appelle OFEA, mais on a siégé au conseil d'administration de Plus Habitat. On a apporté notre expertise, notre expérience, notre vécu sur le terrain. Donc c'était quelque chose quand même d'extraordinaire, de formidable. Et toutes les personnes qui sont investies dans cette commission déjà avaient une certaine expérience, faut le dire. Donc pour nous c'était quelque chose de super, de pouvoir apporter quelque chose pour les habitants de Strasbourg, mais pas que les habitants de nationalité française ou européenne, mais aussi pour les personnes d'origine étrangère. Donc voilà, c'est ça le truc, hein. Donc on a participé à tout cela, à ce grand projet. On a mis du temps, on a mis beaucoup de temps, on s'est investi. Moi je te dis, comme j'ai intégré en 2009, donc pour moi c'était tout nouveau. Et mais du coup, vous avez quels sont les outils que vous aviez eu à disposition pour mener votre travail sur la question du logement, et quelles sont en gros les propositions que vous avez déjà pu faire à cette époque-là? Alors, c'est vrai que les outils, bon, on avait déjà un bureau, un local, donc, qui avait été mis à notre disposition. On avait tous les outils de la ville, hein. On avait tous les outils de la ville, hein, et ils nous avaient mis en place, hein, c'est-à-dire la diffusion on avait du personnel pour comment dirais-je, la publication, pour la rédaction. On avait aussi à l'époque, comment dirais-je, on avait carte blanche, un petit peu, on va dire, carte blanche pour proposer, avoir des rendez-vous avec les personnes concernées à la mairie. Ça, c'était les outils pour faciliter le travail. On voulait voir un adjoint, pour pouvoir avoir un adjoint au maire, le questionner et tout ça, c'était très facile pour nous. On n'avait pas besoin de faire, comment dirais-je, de contacter 10, 15, 20 jours en avance. Donc on pouvait les voir facilement, les auditionner facilement. Et je dirais, qu'est-ce qu'on a mis en place? Eh ben, les idées, on a travaillé sur les idées, hein, comme je te disais, les 10 propositions, concrètes. Eh ben, la mise en place d'un guichet dédié aux arrivants de formation d'agents d'accueil. Pour les étrangers, hein. L'étranger vient à Strasbourg, il va être accueilli par qui, comment, quels sont ses droits, par exemple un partenariat avec les associations sur le terrain, ça c'était la deuxième. La troisième, un guichet pratique unique des droits. La quatrième, c'était la représentation et participation du CRE dans les organes décisionnels des bailleurs, comme je t'ai dit, le conseil d'administration et d'autres instances où on a siégé de droit. Alors il y avait aussi la cinquième proposition, c'est l'harmonisation des critères de l'OFI pour l'attribution d'un logement quand il y avait un regroupement familial. Il y avait la sixième proposition, améliorer les conditions de logement des étudiants. Ça, c'était aussi une grande problématique. Beaucoup d'étudiants venaient, mais ils pouvaient étudier, mais ils n'avaient pas où se loger, hein. C'était quand même très très problématique. La création d'un dispositif d'intermédiation locative. La 8, c'était organiser des tables rondes consacrées au logement. On avait auditionné donc le député à l'époque, Philippe Bis. On avait auditionné pas mal de personnes, de responsables de l'État, qui nous ont amené leur expérience, mais aussi des idées, renforcer nos idées et puis nous soutenir dans notre grand projet. La 8e, c'était la 9e, c'était utiliser les outils de communication, le journal interne. Le journal interne, il y avait quoi? Il y avait aussi l'émission de radio, hein, que toi et Nabil vous avez organisé, que vous avez mis en place.
les 5 recommandations. Les recommandations, c'était améliorer le parcours résidentiel, favoriser la mobilité résidentielle pour l'accession à la propriété, favoriser les mécanismes de rencontres intercommunautaires et intergénérationnelles. 4, c'était soutenir le développement des régies de quartier. Et 5, lutter contre la ghettoisation pour améliorer le vivre ensemble. Toutes ces propositions-là qu'on a fait, toutes ces recommandations, eh ben, je peux te dire que ça a été bien vu, ça a été bien accepté, et ils en ont pris pas mal jusqu'au jour d'aujourd'hui. Hein, ils ont pris pas mal de nos idées, ils travaillent dessus, et voilà, c'est pour nous, c'était une chance énorme de pouvoir amener notre expérience, hein, en tant que personne lambda. Hein. D'accord. Le train a été mis en marche par Catherine Trottmann, a été arrêté par Madame Keller, a été remis en marche par Roland Ries, et maintenant c'est la nouvelle maire de Strasbourg qui a décidé de remettre ça en marche, et on est avec elle. Donc c'est un grand projet, c'est une volonté politique. Et on se dit, on a tellement fait des choses, on a fait tellement de sacrifices, tellement de temps passé qu'il faut pas s'arrêter en puisque le train est toujours, il a toujours sa vitesse de croisière. Il faut surtout pas arrêter le train et surtout pas sortir. Il faut continuer, puis transmettre cette volonté, transmettre ces idées, transmettre aux générations futures, à nos enfants et à nos petits-enfants, la possibilité de continuer le combat. Il faut continuer le combat ne s'arrêtera pas. Il faut qu'il y ait plus de justice. Il faut qu'il y ait plus de justice et plus d'égalité. Tu vois, dans le monde où on vit aujourd'hui, avec la violence, le mépris de l'autre, est devenu une monnaie courante, tu vois. Donc, moi, je dis qu'il faut pas arrêter le combat. Il faut, ça va être difficile parce que avec les guerres, avec ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, la géopolitique, les déplacements de population, il y a beaucoup de gens qui vont venir du sud vers le nord, hein, où il y a les richesses, où il y a l'aisance, où il y a le soin, où on peut manger. Donc, on va avoir énormément de ce genre de je vais pas dire de problématiques, mais ce genre d'événements il faut se préparer. Hein. Il faut que les grandes villes, il faut que le monde se prépare, il faut que Strasbourg se prépare à accueillir tout ça. Hein. Donc, il faut un travail, il faut qu'on soit là, il faut qu'on trouve les meilleures idées, qu'on ne baisse pas les bras. Voilà. Hein. C'est pour ça que je veux rester toujours dans cette optique-là de m'engager, de ne pas arrêter. De manière, jusqu'à ma mort. Hein. Voilà, Patricia, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Oui, je m'appelle Patricia Garcia de Poirra. Je suis née au Mexique, mais de cœur alsacien maintenant. Depuis combien de temps? Et ça fait 38 ans que j'habite à Strasbourg et je suis ravie de ma nouvelle ville. D'accord. Et du coup, quelle est la première instance dans la filiation du CVIC dans laquelle tu t'es investi ou dans laquelle tu t'es engagé? En fait, je faisais partie de la CARES à l'époque où CSRE à l'époque a été fait. Et alors le CCRE, c'est le Conseil consultatif des résidents étrangers, c'est ça? Voilà, et merci. Et c'est la CARES qui était à l'origine. Donc, depuis le départ, il y a eu beaucoup de présidents d'associations diverses qui se sont réunis pendant presque 1 an et demi, 2 ans pour voir tout ça. Et donc, c'est grâce à la CARES que j'ai connu le Conseil consultatif des étrangers
Et après, je me suis intéressée à participer. C'était très intéressant. Est-ce que tu sais comment la CARES a participé à la création du CCRE? Oui, et comme je disais, c'était des associations comme les Portugais, les Italiens, les Espagnols, Tunisiens, Turcs, beaucoup d'associations de l'époque qui se réunissaient pour... C'était son but, c'était de voter dans les élections municipales parce que il y avait des gens qui ça faisait 40 ans qui vivaient déjà là, mais qui ne pouvaient pas voter ici, mais qui ne votaient plus dans les pays où ils sont nés. Donc, ils se sont réunis pour voir comment améliorer ça. Et ils sont allés voir Catherine Trautmann pour lui demander les droits de vote des migrants et des résidents étrangers. Parce qu'ils n'étaient pas des étrangers, ils étaient des résidents. Alors, qui payaient ses impôts, etc. Et donc, Catherine Trautmann leur a dit, je ne peux pas changer la Constitution, mais on va imaginer de faire quelque chose où vous pouvez avoir la parole dans la ville. Et on va créer un conseil consultatif. Et c'est comme ça que tout a commencé. D'accord. En 1992, c'était la Constitution. À l'époque, c'était la première fois, au moins en Europe, qu'on faisait ça. Et il y a eu des gens qui sont venus, quand s'est constitué les jours de la officielle, et des gens de l'Allemagne, des Suisses, de plusieurs pays européens, pour voir les modèles strasbourgeois. Et après, ils ont construit chez eux un conseil avec ses caractéristiques à eux, mais que les résidents étrangers pouvaient donner sa parole et son avis dans la ville. Donc du coup, là, on est en train de fêter le 30e anniversaire du CCRE, quoi. Voilà. C'était en 92. C'est ça, le 30e anniversaire, ouais. La date exacte, je ne sais plus, mais je peux chercher. Oui, on peut la retrouver. Et du coup, bon, maintenant on sait que comment tu es arrivé à cette instance, mais pourquoi tu t'y es vraiment engagé depuis 30 ans maintenant, en fait? Pour moi, petite Mexicaine, je rêvais de rencontrer les gens du monde. Et au Mexique, la surface du Mexique, c'est à peu près 4 fois et demi la France. Donc, je voyais différents Mexicains. On est aussi un pays qui il y a beaucoup de cultures différentes. Mais j'ai rêvé de rencontrer des gens extérieurs du Mexique. Et quand je suis arrivée à Strasbourg, j'étais dans mon rêve, que je voyais sur les trottoirs et j'entendais des gens qui parlaient beaucoup de langues. Alors, quand j'étais au Conseil des résidents étrangers, j'ai vu de plus près ces cultures. Et ce qui m'intéresse à moi, c'était apprendre ce que ces cultures avaient et que je savais que certaines choses, je les transporte dans l'espagnol ou dans des choses que j'ai mangées au Mexique, etc. Et donc, pour moi, c'était passion de rencontrer toutes les personnes qui faisaient partie du conseil. Avec le temps, les buts prioritaires des droits de vote
des étrangers au Conseil a changé. Parce qu'on n'a pas pu changer la Constitution, il y a eu Mitterrand, Hollande qui avait promis, etc. Mais on suit pareil, on n'a pas encore les droits de vote. Donc, les nouvelles perspectives, c'était de faire valoriser les cultures au milieu de ces différences politiques. Et pour moi, c'était passionnant. J'étais responsable à un moment d'une commission de lutte contre les discriminations. Mm-hmm. Et pour pas aller marcher seulement au dénoncer, nous avons fait une exposition que 27 personnes de 27 pays différents se sont pris, ont accepté de participer et c'était de présenter son métier avec une photographie. Et c'était très intéressant parce que chacun avait dans ses bagages ce qu'il avait pris pour sa profession dans son pays, mais que c'était métissé et enrichi avec ce qu'il avait pris ici. Alors, c'était une autre manière de valoriser et de lutter contre les discriminations. Et comme ça, on a fait beaucoup de choses différentes, de manière culturelle, de comparer les cultures pour enrichir ce que nous vivons maintenant. Donc dans ton engagement, parce qu'à un moment, dans ton engagement, les différentes formes que ton engagement a pris, c'était de lutter contre les discriminations et de promouvoir les cultures de tous, en fait. C'est ça. Et là, la manière de lutter contre les discriminations au Mexique, on n'est pas aussi politisé, ou j'étais pas aussi politisé que dans d'autres pays. Donc, j'ai préféré valoriser et tout en commun accord avec les groupes avec lesquels j'ai travaillé, et de valoriser les cultures, parce que c'est ça qui nous unit et qui nous fait différents. Et donc, qui nous fait vivre notre 21e siècle. Et je pense que c'est ça qui fait plus sensible l'être humain, savoir par exemple qu'on mange telle chose, mais que incroyablement ça vient de l'autre côté du monde. Mm-hmm. J'ai appris par exemple que les nounours en peluche, c'était une mère allemande qui l'avait inventé. Et c'est des choses peut-être banales, mais que ça va jusqu'à, je sais pas, la science, l'histoire. Je crois que c'est important qu'on puisse valoriser ce et on a fait depuis le début. Hein. Je m'appelle Abdella Wishwani, je suis né au Maroc, j'ai habité à Strasbourg depuis les années 90 en tant qu'étudiant, j'ai intégré après le travail, je suis resté et j'ai vécu à Strasbourg depuis presque 25 ans et c'est là où j'ai fini mes études. Et après, je me suis intégré un peu à la société, j'ai découvert un peu l'Alsace, qu'ils ont des traditions un peu semblables aux nôtres. Et que j'ai vécu un peu au sud de la France, qui était un peu plus différent que le nord, donc c'est une région qui était un peu plus ouverte, frontalière avec l'Allemagne. Ici, il y a des opportunités européennes et c'était une ville magnifique. Et j'essaie un peu de m'investir dans la société civile. D'accord. Quelle est la première instance dans la filiation du CVIC dans laquelle tu t'es investi? Au niveau de l'ACUS, au niveau de... le CVIC, il y a eu plusieurs instances avant le CVIC. Il y a eu
le CCRE. Nous, on a commencé un peu la vie associative en 2007 par création de l'association qui porte un peu sur les valeurs de la culture, les arts et la culture, en mémoire aux arts et culture. Donc on a fait des partenariats, on faisait un peu de théâtre, on faisait un peu des manifestations culturelles. Et c'est petit à petit qu'on a entendu parler effectivement des instances de CRE, le Conseil des résidents étrangers. J'en ai déjà entendu parler en tant qu'étudiant, mais je ne me suis jamais investi personnellement. Et c'est à ce moment-là que un peu je me suis intéressé. Je n'étais pas tout seul, il y avait quand même quelques collègues d'association. On s'est posé un peu la question, c'est quoi ce CRE? Et à certains moments, l'invitation était ouverte aux associations, donc on s'est inscrit en ligne et on a été tiré au sort, que c'était un tirage au sort citoyen. Et on était parmi d'autres associations présentes et on a participé la première fois, c'était en 2014. D'accord. Du coup, tu viens de quelle association? L'association Mémoire et Mémoire. Je suis le président de l'association qu'on a créée en 2007. Et c'est une association culturelle et regroupant un peu toutes les cultures de Maghreb, surtout au niveau des berbères de Maghreb, Imazighen. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler de la langue Imazighen. Non, pas du tout. C'est une langue commune de l'Afrique du Nord qui est portée par différentes tribus. C'est encore parlé. De toute façon, la population de Maghreb, c'est une forte population de Imazighen. Ils parlent un peu cette langue. On parle aussi l'arabe, on parle aussi le français, on parle l'anglais, mais la langue principale, effectivement, qui a été traitée dans l'administration, officiellement, maintenant, on trouve les deux langues, le tamazirt, comme on dit, et l'arabe. Donc, on a même parfois une double inscription, comme ici en Alsace, on a parfois des panneaux avec double inscription. Au Maghreb, en Algérie, au Maroc, par exemple, il y a des rues avec double inscription, l'arabe et tamazirt. C'est une langue qui a été un peu oubliée, mais elle a été toujours parlée. Et on a perdu beaucoup de choses dans l'histoire. Donc, à force de mobilisation culturelle au niveau du Maghreb, on a pu donner vie à cette culture qui date quand même de 3000 ans. Et donc, on a rencontré une forte population ici en Alsace, qui sont déjà des anciens immigrés des années 40, 60, même aller plus loin, et qui en sont installés, qui sont devenus des citoyens strasbourgeois et qui gardent cette tradition de parler cette langue berbère. Et c'est là que j'ai découvert dans les années 2000, effectivement, cette population strasbourgeoise, et j'essaie un peu d'investir dans cette direction de culture et de faire vivre un peu les traditions et de les partager avec d'autres. D'accord. Alors, quand tu es arrivé au CRE, dans quoi tu t'es engagé? Quelle a été la forme de ton engagement au niveau de l'instance? CRE, effectivement, on est arrivé ça a commencé par des assemblées, par des réunions, par formation des groupes d'études de travail. Et à certains moments, on a investi dans ce qu'on appelle la commission des droits de femmes. Et effectivement, cette commission, on a travaillé un peu avec tout ce qui est regroupant des thématiques concernant traiter tout ce qui est en rapport avec soit la violence, soit le bonheur, soit l'éducation. On a eu des contacts avec d'autres associations, donc on a repris certains travaux d'associations qui étaient validés par le CRE. On a continué dans ces directives à propager un peu toutes les bonnes idées des associations, soit au niveau local strasbourgeois, soit au niveau des journaux comme la radio, soit au niveau des magazines qu'on éditait de temps en temps. On expliquait, on a fait par exemple le plus gros travail qui a duré un peu plus de temps, c'était la traduction de ce qu'on appelle le aide-mémoire pour les femmes qui subissent des violences conjugales. Parce que c'est vrai qu'au niveau strasbourgeois, c'est une ville européenne. Il y a beaucoup de gens, parfois, ils ont des problèmes de traduction quand ils arrivent jeunes mariés, par exemple. Il y a beaucoup de soucis au niveau des traductions, de comprendre la loi, de défendre leurs droits. Et on a un peu participé avec d'autres associations à mettre en place une plateforme avec des petits dépliants donc multilingues. Je pense qu'on a traduit ça aussi, si je me souviens bien, qui permet un peu de donner un peu les minimums d'informations aux citoyens strasbourgeois. Alors, on le voit, Strasbourg a toujours été une ville innovante pour donner la parole à celles et ceux qui en ont été dépourvus. En 92, avec des associations, le Conseil consultatif des résidents étrangers, visant à donner la parole aux personnes dépourvues des droits de la citoyenneté et en but à de nombreuses formes de discrimination, a été mis en place.
Le CVIC est à la fois l'héritier et le descendant de ces combats et ses revendications. La lutte contre les discriminations, la citoyenneté de résidence, le droit de vote des étrangers aux élections, au moins locales. En plus de ces sujets essentiels, centraux, le CVIC vise aussi à ce que chaque personne soit accueillie et se sente accueillie dans notre communauté, quelle que soit son origine, et acceptée, malgré, je dirais même plus, avec ses différences, une multiculturalité et une interculturalité comme seul moyen de faire évoluer notre société face aux enjeux majeurs auxquels elle est confrontée. Pour être résilient, un individu se doit d'avoir de nombreuses références morales et des modèles éthiques pour surmonter les épreuves et les traumas. Il en est de même pour les sociétés humaines. Le CVIC se veut être un modèle pour nous permettre d'évoluer, de grandir, de se construire ensemble. Le premier pas pour y parvenir se fera le samedi 26 novembre 2022 à la salle Bon Pasteur à l'Orangerie, de 10h à midi. Toutes les personnes qui tiennent à faire vivre ce grand projet sont conviées à ce rendez-vous. Qui que vous soyez, quelles que soient vos origines, vous êtes tous et toutes les bienvenus.